L'héritage volé et la justice miraculeuse. Feu histoire vraie bouleversante. Le soleil se couchait sur Port-au-Prince, peignant le ciel de teintes orangées et violettes qui se reflétaient sur les façades décrépites des immeubles. Dans l'un d'eux, le résidence Belvédère, Marlène Toussaint montait lentement les 6 étages qui menaient à son petit appartement. Son fils Théo endormi contre sa poitrine. L'ascenseur était en panne depuis 3 semaines. Comme souvent dans ce quartier où les coupures d'électricité étaient aussi régulières que les levées de soleil. À 32 ans, Marlène avait le visage marqué par les épreuves mais conservait une beauté saisissante. Grande et élancée, sa peau d'ébène contrastait avec ses yeux d'un brun doré. Héritage d'une grand-mère métisse, ses cheveux tressés étaient rassemblés en un chignon serré. Pratique pour son travail d'infirmière à l'hôpital général. Arrivée au 4e étage, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Théo, 3 ans, pesait de plus en plus lourd. Elle ajusta son fils contre elle et reprit son ascension. Quand un bruit de pas rapide résonna dans la cage d'escalier. Madame Toussaint, attendez, c'était Monsieur Lazare, le concierge, un homme âgé au visage bienveillant mais perpétuellement inquiet. Qu'y a-t-il ? Demanda Marlène, pressentant une mauvaise nouvelle. C'est Monsieur Duval, il est venu avec des hommes. Ils ont posé des scellés sur votre porte. Marlène sentit son cœur s'accélérer. Jean-Michel Duval, le propriétaire de l'immeuble, menaçait de l'expulser depuis des mois pour des retards de loyer qu'elle contestait. Mais de là à passer à l'action. Il n'a pas le droit. J'ai payé ce que je devais. Il dit que vous devez 3 mois, madame, et que l'expulsion est légale. Marlène serra les dents pour ne pas crier sa colère et réveiller Théo. Je vais voir ça. Elle gravit les dernières marches 4 à 4. Ignorant la fatigue, devant sa porte, un ruban jaune barrait l'entrée avec l'inscription « Expulsion, propriété scellée ». Non, 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 murmura-t-elle en cherchant frénétiquement ses clés. Une voix grave et posée l'interrompit. Ça ne servira à rien. Madame, la serrure a été changée. Marlène se retourna brusquement. Un homme se tenait dans l'ombre du couloir. Grand, la quarantaine, vêtu d'un costume impeccable qui détonnait dans ce quartier modeste. Il s'avança dans la lumière blafarde du palier, révélant un visage aux traits fins et déterminés. « Qui êtes-vous » demanda Marlène, méfiante, serrant instinctivement Théo plus fort contre elle. « Gabriel Saint-Louis, je suis le nouveau propriétaire de la résidence Belvédère. » Marlène le dévisagea, incrédule. « Nouveau propriétaire ? Depuis quand ? » Depuis ce matin, officiellement. Il sortit un document de sa poche intérieure et le lui tendit. « J'ai racheté l'immeuble à Jean-Michel Duval. » Marlène examina le papier d'une main, l'autre soutenant toujours Théo qui commençait à s'agiter dans son sommeil. Le document semblait authentique, avec tampons et signatures officielles. « Et vous continuez sa politique d'expulsion » lança-t-elle avec amertume. « Félicitations pour votre acquisition, Monsieur Saint-Louis, vous commencez bien votre règne. » L'homme fronça les sourcils. « Je n'ai rien à voir avec cette expulsion. C'est Duval qui l'a ordonné avant la vente. Et vous ne pouvez rien y faire. » « Bien sûr, » répliqua Marlène, la voix tremblante de colère contenue. Gabriel Saint-Louis l'observa un moment, puis sortit son téléphone. « Marcel, c'est moi, envoie quelqu'un pour retirer les scellés de l'appartement 602 immédiatement. Et qu'on remplace la serrure. » « Oui, maintenant. » Il raccrocha et se tourna vers Marlène. « Quelqu'un viendra dans 1 heure. En attendant, puis-je vous inviter à prendre un café ? Nous avons à parler. » Méfiante mais n'ayant guère d'alternative. Marlène accepta. Ils descendirent jusqu'au petit café au coin de la rue, où Gabriel commanda 2 expressos. Théo s'était réveillé et observait l'étranger avec curiosité. « Votre fils est adorable. » commenta Gabriel en souriant à l'enfant. « Merci, » répondit Marlène sèchement. « Maintenant, expliquez-moi pourquoi le nouveau propriétaire s'intéresse personnellement à une locataire qu'on allait expulser. » Gabriel but une gorgée de café avant de répondre. « Parce que votre nom m'est familier. Madame Toussaint, ou devrais-je dire, Mademoiselle Beauvais ?» Marlène se figea. Beauvais était son nom de jeune fille, qu'elle n'utilisait plus depuis son mariage avec Henri Toussaint, mort dans le tremblement de terre de 2010, alors que Théo n'était qu'un nourrisson. « Comment connaissez-vous ce nom ? Votre mère était Josette Beauvais, n'est-ce pas, l'ancienne propriétaire de la résidence Belvédère ?» Le choc fit presque lâcher sa tasse à Marlène. « Comment savez-vous cela ? J'ai fait mes recherches avant d'acheter l'immeuble. Votre mère a vendu la propriété à Malcolm Duval, le père de Jean-Michel, en 2005, pour une somme dérisoire. D'ailleurs, elle était malade, » murmura Marlène, les souvenirs douloureux remontant à la surface. Cancer en phase terminale. Elle n'avait plus toute sa tête quand elle a signé ses papiers. Gabriel hocha la tête. C'est précisément ce que je soupçonnais. Malcolm Duval avait la réputation d'être un requin immobilier. Il ciblait les propriétaires vulnérables. Théo commença à s'agiter, et Marlène sortit un petit jouet de son sac pour l'occuper. Pourquoi cela vous intéresse-t-il ? C'est de l'histoire ancienne. Pas tant que ça. Gabriel sortit une autre enveloppe de sa veste. J'ai trouvé ceci dans les archives de la mairie. C'est une copie du testament de votre mère, daté de 2 mois avant la vente de l'immeuble. Marlène prit l'enveloppe d'une main tremblante et en sortit le document. En le parcourant, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Elle m'a tout légué », murmura-t-elle. « L'immeuble, les économies, mais je n'ai jamais rien reçu. L'avocat m'a dit qu'elle avait tout vendu avant de mourir. » L'avocat était Raymond Duval,
Le frère de Malcolm, précisa Gabriel. Un bel exemple de conflit d'intérêts. Marlène reposa le document, submergée par les émotions, la colère, la tristesse, et une question lancinante. Pourquoi me montrez-vous tout cela? Gabriel se pencha en avant. Parce que je pense que la vente était frauduleuse. Si votre mère n'était pas en état de consentir. Le contrat est nul, et selon ce testament, l'immeuble vous appartient légitimement, et vous venez de l'acheter, souligna Marlène avec ironie. Quelle coïncidence. J'ignorais tout cela quand j'ai négocié avec Jean-Michel Duval, se défendit Gabriel. C'est en examinant les titres de propriété que j'ai découvert des irrégularités. J'ai creusé et trouvé ce testament. Que voulez-vous, alors, me vendre l'immeuble? Demanda Marlène. Sceptique. Non, je veux vous aider à le récupérer légalement. Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par les gazouillis de Théo qui jouait avec sa petite voiture. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda finalement Marlène. Vous perdriez votre investissement. Gabriel détourna le regard un instant, comme s'il hésitait à révéler ses motivations. Disons que j'ai une dette envers votre famille. Une dette? Je ne vous ai jamais rencontré avant aujourd'hui. Pas envers vous directement, envers votre mère. Il prit une profonde inspiration. En 1995. J'étais un adolescent. J'habitais dans cet immeuble avec ma grand-mère. Un jour, il y a eu un incendie. Votre mère nous a sauvés. Elle a risqué sa vie pour nous sortir des flammes. Marlène se souvenait vaguement de cet incendie. Elle avait 7 ans à l'époque. Ma grand-mère est morte quelques années plus tard, poursuivit Gabriel. Mais elle m'a toujours dit que nous devions notre vie à Madame Beauvais. J'ai quitté Haïti pour étudier au Canada. J'ai fait fortune dans l'immobilier. Et quand j'ai vu que la résidence Belvédère était à vendre, j'ai sauté sur l'occasion. C'était une façon de revenir aux sources. Et maintenant, vous découvrez que les Duval ont escroqué ma mère, conclut Marlène. Exactement, et je ne peux pas cautionner cela. Même involontairement, leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme en uniforme qui s'approcha de leur table. Monsieur Saint-Louis, les scellés ont été retirés et la serrure remplacée. Comme demandé, Gabriel le remercia et l'homme repartit après avoir remis une nouvelle clé. Voilà, dit Gabriel en tendant la clé à Marlène. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais ce n'est que le début. Le début de quoi? De notre combat pour récupérer ce qui vous appartient légitimement. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Gabriel engagea Maître Clerville, l'une des avocates les plus réputées de Port-au-Prince, pour représenter Marlène. Ensemble, ils constituèrent un dossier solide prouvant la fraude des Duval. Mais Jean-Michel Duval ne comptait pas se laisser faire. Lorsqu'il apprit les démarches entreprises contre lui, il entra dans une colère noire. Une semaine après la rencontre entre Marlène et Gabriel, alors que tous deux sortaient du cabinet de Maître Clerville, une voiture noire aux vitres teintées faillit les renverser. Ce n'était pas un accident, affirma Gabriel en aidant Marlène à se relever. Duval nous fait surveiller. Il est si désespéré que ça? L'immeuble vaut une fortune aujourd'hui, bien plus que ce que je lui ai payé. Et si nous gagnons, non seulement il perdra l'argent de la vente, mais il devra aussi vous dédommager pour 15 ans de loyer perçu illégalement. Cette révélation donna le vertige à Marlène. Elle qui avait toujours vécu dans la précarité pourrait soudain se retrouver à la tête d'une petite fortune. Le lendemain, en rentrant de l'hôpital, elle trouva son appartement saccagé. Rien n'avait été volé, mais tout était détruit, meubles renversés, vêtements déchirés, jouets de Théo brisés, sur le mur du salon. Un message peint en rouge, « Abandonne ou tu le regretteras ». Tremblante de rage et de peur, elle appela Gabriel, qui arriva 20 minutes plus tard avec 2 policiers. Pendant que les officiers relevaient les indices, Gabriel prit Marlène et Théo à part. « Vous ne pouvez plus rester ici. C'est trop dangereux. Je n'ai nulle part où aller, » répondit Marlène. Désemparée, « J'ai une maison d'hôte dans les hauteurs de Pétionville. Vous y serez en sécurité le temps que cette affaire se règle. » Marlène hésita. Accepter signifiait s'endetter encore plus envers cet homme qu'elle connaissait à peine. Malgré son histoire avec sa mère. « Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas une faveur. C'est une nécessité, » insista Gabriel. Pensez à Théo. Le petit garçon s'était blotti contre sa mère, effrayé par l'agitation autour de lui. Marlène céda. La maison d'hôte s'avéra être une villa luxueuse avec vue sur la baie. Gabriel y occupait l'aile principale, tandis que Marlène et Théo s'installèrent dans un pavillon indépendant. Pour la première fois depuis des années, Marlène dormit sans la crainte de ne pas pouvoir payer son loyer ou ses factures. Mais cette tranquillité fut de courte durée. 3 jours plus tard, alors qu'ils revenaient d'une réunion avec Maître Clerville, ils trouvèrent la grille de la villa forcée et des hommes armés dans le jardin. Gabriel poussa Marlène et Théo derrière lui. Restez dans la voiture et verrouillez les portes. Si je ne reviens pas dans 5 minutes, démarrez et allez directement au commissariat. Non, c'est trop dangereux. Mais Gabriel était déjà sorti, avançant calmement vers les intrus. Marlène reconnut Jean-Michel Duval parmi eux, accompagné de 2 hommes à l'allure menaçante. De la voiture, elle ne pouvait entendre leur conversation, mais elle voyait la tension monter. Soudain, l'un des hommes sortit une arme et la pointa sur Gabriel. Sans réfléchir, Marlène sortit de la voiture, laissant Théo à l'intérieur. Arrêtez, la police est en route. C'était un mensonge,
Mais il détourna suffisamment l'attention pour que Gabriel puisse désarmer l'homme d'un mouvement rapide qui trahissait une formation en arts martiaux. Partez, Duval, ordonna Gabriel, l'arme maintenant dans sa main, avant que je n'appelle vraiment la police. Jean-Michel Duval, le visage déformé par la haine, cracha par terre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Saint-Louis, cette putain et son bâtard ne méritent pas cet immeuble. Ma famille a travaillé dur pour l'obtenir. En escroquant une femme mourante ? Rétorqua Gabriel. C'est ça, votre travail acharné ? Cette salope de Josette Beauvais savait ce qu'elle signait. Elle voulait de l'argent rapide pour ses traitements inutiles. Marlène s'élança vers lui, aveuglée par la rage. Mais Gabriel la retint. Il n'en vaut pas la peine, murmura-t-il. Nous le battrons légalement. Duval et ses hommes finirent par partir. Non sans proférer d'autres menaces. Dès qu'ils furent hors de vue, Marlène courut vers la voiture où Théo pleurait. Terrifié. Nous devons appeler la police, dit Gabriel en les rejoignant. À quoi bon ? Duval a probablement la moitié des flics dans sa poche. Pas tous, j'ai des contacts aussi. Cette nuit-là, après avoir couché Théo, Marlène rejoignit Gabriel sur la terrasse. La lune se reflétait sur la mer au loin, créant un tableau presque paisible qui contrastait avec le chaos de leur journée. Pourquoi prenez-vous tant de risques pour moi ? Demanda-t-elle doucement. La dette envers ma mère ne peut pas être la seule raison. Gabriel contempla son verre de rhum avant de répondre. Quand votre mère nous a sauvés, ma grand-mère et moi, j'avais 16 ans, j'étais en colère contre le monde entier. Mon père était parti, ma mère était morte, et je me retrouvais à vivre dans un quartier pauvre avec une vieille femme que je connaissais à peine. Il fit une pause, perdu dans ses souvenirs. Après l'incendie, votre mère m'a pris à part. Elle m'a dit qu'elle voyait de la lumière en moi. Malgré ma colère, elle m'a dit que je pouvais choisir de laisser cette lumière briller ou de la laisser s'éteindre. Ça m'a marqué, j'ai commencé à travailler sérieusement à l'école. J'ai décroché une bourse pour étudier au Canada. Tout ça grâce à quelques mots de Josette Beauvais. Marlène sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était bien sa mère, ça, voir le meilleur chez les autres. Même dans les situations les plus sombres. Elle me manque tellement, murmura-t-elle. À moi aussi, d'une certaine façon, répondit Gabriel. Et c'est pourquoi je ne peux pas laisser son héritage être volé par des gens comme les Duval. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Marlène vit au-delà du businessman fortuné. Elle vit un homme avec des principes, des blessures, et une détermination qui faisait écho à la sienne. L'audience au tribunal était fixée pour le lendemain. Maître Clerville était confiante, les preuves contre les Duval étaient accablantes. Mais cette nuit-là, un appel téléphonique vint tout bouleverser. Monsieur Saint-Louis, ici le gardien de la résidence Belvédère. Il y a le feu. Duval et ses hommes ont versé de l'essence partout et ont mis le feu aux archives au sous-sol. Gabriel et Marlène se précipitèrent sur place. Les flammes dévoraient déjà le rez-de-chaussée de l'immeuble, tandis que les habitants évacuaient dans la panique. Les pompiers luttaient contre l'incendie. Mais le bâtiment ancien, avec ses installations électriques vétustes, était une poudrière. Les archives, s'écria Marlène. Tous les documents originaux sont là-bas. On ne peut rien faire, répondit Gabriel en la retenant. C'est trop dangereux. Mais Marlène se dégagea. Ma mère a risqué sa vie pour sauver la vôtre. Je ne peux pas laisser son héritage partir en fumée. Avant que Gabriel ne puisse la retenir, elle s'élança vers l'entrée de service. Une voie qu'elle connaissait depuis l'enfance et qui menait directement aux archives. Gabriel jura et se lança à sa poursuite. L'intérieur était un enfer. La fumée épaisse rendait la respiration difficile. Et la chaleur était insupportable. Marlène progressait à tâtons, guidée par ses souvenirs. Elle atteignit finalement la porte des archives, à moitié consumée par les flammes. Marlène, la voix de Gabriel résonna derrière elle. On doit sortir d'ici, pas sans les documents. Elle entra dans la pièce enfumée et se dirigea vers l'armoire métallique où étaient conservés les dossiers les plus anciens. Par miracle, le feu ne l'avait pas encore atteinte. Elle saisit une boîte marquée « Beauvais » et se retourna pour partir quand une poutre enflammée s'effondra. Bloquant la sortie, Gabriel apparut de l'autre côté des flammes. « Marlène, je suis coincé. » Gabriel disparut un instant, puis revint avec un extincteur qu'il avait trouvé dans le couloir. Il créa une brèche dans le mur de flammes. « Maintenant, sautez !» serrant la boîte contre elle. Marlène s'élança à travers les flammes. Gabriel la rattrapa, et ensemble, ils se frayèrent un chemin vers la sortie, juste avant que le plafond ne s'effondre derrière eux. À l'extérieur, les pompiers les prirent en charge immédiatement. Ils étaient couverts de suie, leurs vêtements partiellement brûlés, mais vivants, et la boîte d'archives était intacte. Dans la confusion qui suivit, personne ne remarqua Jean-Michel Duval qui observait la scène de loin, jusqu'à ce qu'un policier ne l'interpelle, alerté par le témoignage du gardien qu'il avait vu mettre le feu. 3 mois plus tard, Marlène se tenait devant la résidence Belvédère restaurée. L'incendie avait gravement endommagé le bâtiment, mais grâce aux documents sauvés des flammes et au témoignage du gardien, Jean-Michel Duval avait été condamné pour fraude, incendie criminel et tentative de meurtre. Le tribunal avait reconnu Marlène comme la propriétaire légitime de l'immeuble, et les assurances avaient couvert les réparations. Gabriel s'approcha d'elle, Théo sur ses épaules. L'enfant riait aux éclats, complètement à l'aise avec cet homme qui était devenu une présence constante dans leur vie. « Alors, comment se sent la nouvelle propriétaire ?» demanda Gabriel avec un sourire.
Dépassée. Admis Marlène, je ne sais pas comment gérer tout ça. Tu apprendras, et je serai là pour t'aider. Si tu le souhaites. Leur relation avait évolué au fil des semaines. De la méfiance initiale à une confiance mutuelle. Puis à quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'avait encore osé nommer. J'aimerais beaucoup, répondit Marlène en prenant sa main. Ensemble, ils entrèrent dans l'immeuble rénové. Marlène avait décidé de maintenir des loyers abordables pour les anciens locataires et d'utiliser une partie des dédommagements obtenus pour créer une fondation au nom de sa mère, destinée à aider les familles défavorisées du quartier. Dans le hall d'entrée, une plaque commémorative avait été installée, à la mémoire de Josette Beauvais, qui a sauvé des vies et inspiré des générations. Marlène effleura la plaque du bout des doigts, sentant la présence de sa mère plus forte que jamais. Elle serait fière de toi, murmura Gabriel. De nous, corrigea Marlène. Elle a sauvé 2 vies ce jour-là, la tienne et celle de ta grand-mère. Mais elle ne savait pas qu'en faisant cela, elle sauvait aussi la mienne et celle de Théo. Des années plus tard, le petit garçon descendit des épaules de Gabriel et courut explorer le jardin nouvellement aménagé. Marlène et Gabriel le suivirent, main dans la main, vers l'avenir qu'ils commençaient à construire ensemble, sur les fondations solides d'une promesse tenue et d'un héritage restauré. Le soleil se couchait sur Port-au-Prince, peignant le ciel des mêmes teintes orangées et violettes que le jour de leur rencontre. Mais cette fois, Marlène ne montait plus seule les escaliers d'un immeuble délabré. Cette fois, elle avançait vers la lumière, entourée de ceux qu'elle aimait, dans la maison qui avait toujours été la sienne.